Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission internationale du vendredi. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un événement particulier ayant trait au rapatriement de ce qui reste de la dépouille de Patrice Lumumba à la République démocratique du Congo. Mais avant de balayer ce thème, nous allons peut-être faire une escale sur les résultats des dernières législatives en France. Et ce sera en compagnie de mes chroniqueurs de tous les vendredis. Morgana Sobamentondi, consultant, analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. En face, Hamzat Abdoulaye, analyste politique et consultant en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler de la dent de Lumumba, nous allons peut-être faire rapidement un tour de table sur ce résultat, en tout cas quelque peu attendu, en tout cas pas totalement une surprise du côté de la France, les résultats de ces élections législatives. Hamzat? Oui, ces résultats législatifs sont pour moi une surprise à partir du moment où la France a élu Emmanuel Macron quelques semaines plus tôt sur la base d'un programme politique. Et ce faisant, il y a des élections législatives quelques semaines plus tard et on se rend compte que le peuple a fait un autre choix en ne lui accordant pas la majorité. Alors, ceci étant, on se dit le peuple français est un peu bien paradoxal et que la politique française se retrouve au sein d'une crise que j'espère le président va arriver à se résorber de cette crise parce qu'il en a les aptitudes. Est-ce que cette élection législative, ou plutôt les résultats de cette élection législative auront un impact sur l'Afrique, sur le continent africain? C'est une autre question. Je pense que aujourd'hui, le président Macron est plus en face de ses propres démons, donc il est obligé de se concentrer à l'intérieur avant de penser au continent. Donc c'est aussi une opportunité par rapport à ce nouveau cycle qu'on a tant annoncé pour l'Afrique, ce nouveau cycle où l'Afrique doit pouvoir profiter de ces crises de l'autre côté de l'océan, de l'Atlantique ou du Pacifique pour pouvoir réellement tendre la main à l'émergence. Voilà, est-ce qu'on est réellement là, c'est la quintessence de la Ve République. Jusqu'à preuve du contraire, le président Macron dispose d'une majorité relative. Il lui manque au jour d'aujourd'hui une trentaine de députés, puisqu'il a pu déjà garantir l'assentiment de la dizaine de députés de l'UDI, en tout cas ceux du centre. Bon, on se dit que voilà, on est dans une configuration où il a simplement à négocier avec certains pour pouvoir faire avancer ses programmes. Votre introduction est tout à fait, elle est adéquate. Et surtout, je tiens à souligner que le paradoxe n'apparaît pas autant que cela lorsque vous regardez comment est-ce que le président Macron a été élu et le score que ses adversaires ont fait lors de la présidentielle. Et cela se confirme parce que le RN est en train d'avancer, vous avez le NUPES qui est aussi en train de faire ses avancées, et vous avez ces deux partis aujourd'hui qui constituent aussi des partis assez considérables au niveau de l'Assemblée nationale. Dont les leaders sont arrivés, vous le rappelez, en deuxième et en troisième position. Donc en fait, c'est la vraie configuration de la France. Exactement. Cela montre aussi que le président Macron a été élu de justesse. C'est vrai que lorsque vous regardez les résultats, vous ne voyez pas la justesse. Mais lorsque vous regardez la configuration de l'Assemblée nationale, vous comprenez que si d'aventure il y avait eu quelques éléments de dernière minute, cela aurait pu changer l'issue du résultat présidentiel. Mais nous sommes actuellement au niveau des législatives et qu'est-ce qui transparaît? Il transparaît qu'aujourd'hui, la RN, qui n'avait pas un groupe parlementaire, a un groupe parlementaire désormais au niveau de l'Assemblée. Les débats vont être très houleux et on évoluera au cas par cas. Donc il faudra négocier, mais alors négocier en lettres majuscules à tout bout de champ. Je pense que pour la démocratie, c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle que de négocier avec toutes les forces présentes à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ah bon, vous pensez qu'un président qui a la majorité, qui peut, comme c'est pas moi qui le dis, qui peut prendre des décisions jupitériennes et faire appliquer ce qu'il a appliqué, vous pensez qu'avoir d'autres groupes, d'autres
tendance de la vie politique française, négocier pour aboutir, on va dire, à un certain consensus, certains programmes, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour la démocratie, parce que je rappelle que le peuple français est paradoxal. Et c'est réel aujourd'hui dans la démocratie française. Bon, paradoxal, ils expriment leur ils expriment leurs opinions, et le jour d'après, ils désavouent leurs propres opinions. Et si on est face à cette configuration, si Macron est face à cette configuration, il aura évidemment du mal à gouverner. Et sous la Ve République, c'est bien la première fois qu'on est face à cette configuration. C'est peut-être arrivé par le passé. Oui, par le passé, on a vu avec Rocard et même, voilà, justement, on a vu comment ça s'est passé. C'était très difficile. C'était ingérable à un moment donné. Et la configuration de 2022 est pire, puisque là, on a deux extrêmes qui ne sont pas du tout, qui ne s'entendent pas du tout déjà. Et dans le même temps, on a un président qui est fragilisé. On a le groupe parlementaire du président qui est aussi fragilisé. Et à l'interne même du parti Ensemble, du nouveau parti Ensemble ou du groupe Ensemble, on remarque aussi qu'il y a des voix discordantes par rapport au programme de Macron. Donc c'est la démocratie. C'est la démocratie, mais cette démocratie ne permettra pas à la France de pouvoir mieux s'exhiber par rapport à la face du monde. C'est vrai que dans d'autres démocraties comme l'Allemagne, ça se passe. Ailleurs, ça se passe, mais le sujet fait en sorte que le paradoxe des Français complique les choses et compliquera la démocratie et la gestion évidemment de Macron. Alors, on verra bien. Et si vous permettez, moi je tiens quand même à souligner que le paradoxe il n'existe pas. Les élections, que ce soit présidentielles ou législatives, vont dans le même sens. Le sens d'abord, du caractère peu crédible, de l'intérêt peu, du moins poussé qu'aujourd'hui les Français ont, parce que le taux de participation a chuté. Le taux de participation est à moins de 50%. On a à peine, il y a une grande partie de la population française qui s'est abstenue d'aller voter. Mais comparé à 2017, si vous permettez, j'ajouterai simplement ceci. C'est très bon pour la démocratie, mais peut-être ce n'est pas très bon pour la marge de manœuvre de M. Macron. Et là, tout le monde le sait. Mais ce qui s'est exprimé et ce qui est en train de se passer montre et reflète exactement l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la France, que ce soit sur le plan de la politique ou sur le plan social. Ouais. Donc, la démocratie est en train de faire son chemin, mais le président Macron aura une marge de manœuvre un peu plus compliquée, ce qui fait appel à son ingéniosité pour pouvoir gérer. Voilà, nous allons voir ce qu'il en sera dans les semaines à venir. Nous allons revenir ici sur le continent pour parler de Patrice Lumumba, Patrice Emery Lumumba, assassiné en 1961, dépecé et dissous dans de l'acide, selon ce que les informations, en tout cas les informations qui font florès un peu partout, qui ne sont pas certes officielles aujourd'hui, et peut-être que c'est la première tâche dans cette histoire, c'est-à-dire que plus de 60 ans après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Je rappelle les excuses de la Belgique, du mot du Premier ministre belge Alexander De Croo. La Belgique s'excuse pour avoir pesé sur la décision de mettre fin au jour du Premier ministre du Congo indépendant. Ce sont des mots graves de sens, mais on sent que les mots sont bien choisis. On dit avoir pesé, on ne dit pas avoir commandité ou avoir été partie prenante de l'histoire. Est-ce qu'au-delà de la symbolique de cet événement, qui revêt un caractère réel, historiquement parlant, pour le Congo et d'ailleurs l'Afrique, parce qu'on parle de ces leaders, de ces leaders qui nous ont emmenés progressivement aux indépendances. Pour vous, quelle est la réelle portée de cet événement? Comment on doit le percevoir? Il faut déjà... il y a 3 éléments qu'on peut percevoir. Le premier élément est sur le plan de l'importance du Congo. C'est-à-dire, malgré toutes ces années, malgré tout cet état de crise, malgré tout ce qui se passe au Congo, le Congo reste et demeure un pays très intéressant,
suffisamment riche pour susciter toujours l'intérêt des acteurs de la scène internationale et surtout l'intérêt de la Belgique. La Belgique ne vient pas au Congo, ou du moins ce mouvement qui est posé, ou cet acte qui est posé par le souverain belge n'est pas juste un acte de courtoisie. Il y a certainement une panoplie d'intentions derrière sur le plan de la coopération et des partenariats où les intérêts, certainement, de la Belgique seront à être défendus. Le deuxième point, c'est sur le plan politique, l'aspect politique. Alors, l'aspect politique vient ici mettre en exergue, attirer l'attention sur une question qui est très épineuse au Congo, la question de la disparition de M. Lumumba. Déjà, on fait une restitution de dents. Ce qui prouve qu'il y a une histoire derrière cette restitution de dents. Si on a pu avoir la dent, ça veut dire, d'une façon ou d'une autre, on est impliqué par rapport à ce qui s'est réellement passé. Parce que jusqu'aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, on a du mal à savoir ce qui s'est réellement passé. Et donc cela va faire remonter des aspects politiques qui n'ont pas forcément été exposés depuis des années. Et ce qui est très important pour la vie politique au Congo, parce qu'il y a des acteurs politiques congolais qui ne se sont pas remis de cet incident et qui n'ont pas certainement participé à la vie politique au Congo depuis toutes ces années, parce qu'ils recherchent toujours cette vérité-là. Et vous avez maintenant l'aspect, à part l'aspect politique, l'aspect juridique de la question. La déclaration faite par le Premier ministre belge est lourde de sens. Et normalement, toute instance juridique ayant pour intérêt d'apporter la vérité ou d'apporter de la lumière à ce qui s'est passé au Congo avec M. Lumumba devrait se saisir de cette question pour comprendre, parce que le Premier ministre belge ne s'est pas levé ex nihilo pour s'exprimer. Il parle parce qu'il est conscient du poids qu'a eu le gouvernement de la Belgique dans ce qui est arrivé à M. Lumumba. Et donc, nous pourrons, d'ici quelques années, pour ne pas dire d'ici quelques mois, assister à une procédure judiciaire en bonne et due forme qui viserait à apporter plus de clarté sur ce qui s'est réellement passé, un peu comme ce que nous avons eu de l'autre côté avec Sankara, et voir un peu plus clair, situer les responsabilités et voir ce qu'il faut faire à partir de là. Voilà, au-delà de la symbolique, comme je le disais, on n'est pas plus avancé 60 ans après sur les auteurs, les circonstances de ce crime. On a cette histoire, en tout cas racontée, inventée ici et là. On sait, on connaît, on a lu, on lui a entendu l'implication de la CIA. On sait au moins qu'il y a une cohorte d'intervenants dans cette, on va dire, dans cette exécution, dans cet assassinat. D'ailleurs, la dent qui a été retrouvée a été in extremis récupéré par la justice belge chez un, on va dire, un prestataire de services macabres qui s'en vantait d'avoir fait partie de cette opération. Mais au-delà de ça, on a pratiquement aucune réelle version. Est-ce que ce soit la famille, que ce soit le Congo ou l'Afrique, est-ce qu'on doit s'en contenter et avancer? Parce qu'apparemment, c'est le souhait de la partie belge. Oui, je pense qu'au stade où nous en sommes aujourd'hui, il faut avancer. Mais on ne peut pas avancer sans clarifier la base historique de ce qui s'est passé. Et c'est ce que réclame la famille, c'est ce que réclament les Congolais, c'est ce que réclame le gouvernement aussi. Il faudrait que la justice belge puisse faire sa part de responsabilité dans cette affaire. Et on sait que la justice belge aussi est très lente par rapport aux procédures, surtout quand ces procédures relèvent de l'histoire, liée surtout au roi Baudouin et à l'ancien Congo belge. Donc, c'est la dynamique qui est en cours aujourd'hui. Le premier pas est certes franchi avec la restitution de cette relique qui n'est pas le corps, évidemment, qui ne va pas ramener aussi Lumumba. Mais Lumumba est tout un symbole pour le continent africain. Aujourd'hui, il est étudié même sur le continent en tant que héros, en tant que personnage historique qui a lutté contre le colon, non seulement en RDC, mais aussi dans les pays alentours. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ça va se décanter tout de suite? Est-ce que les déclarations du Premier ministre belge va derrière concrètement susciter, je sais pas,
une sorte de déverrouillage, je vais dire, de tout ce qui s'est imbriqué depuis toutes ces années. Oui, justement, c'est le sens de ma question. On peut analyser ça sous deux façons. Du côté des Congolais, par des politiques, certainement, puisque les politiques n'ont pas fait de déclaration tapageuse, mais du côté des populations, ça sonne peut-être comme le début de quelque chose. Pour les Belges, par contre, c'est la dépouille de Lumumba, voilà, histoire clos, les polémiques sont clos, on passe à autre chose. Donc je pense que les quêtes sont différentes. Du côté des Belges, on cherche pour eux, certainement, ils veulent certainement que cette histoire soit définitivement du passé, que ça ne vienne plus empoisonner les relations entre les deux pays. Du côté, que ce soit les jeunes Congolais, les jeunes Africains, on a évidemment besoin d'en savoir un peu plus. Après, politiquement, c'est un peu plus compliqué. Alors, quid maintenant de la relation entre la Belgique et la République démocratique du Congo? Parce que c'est vrai, qu'on le veuille ou non, que ce soit une dent ou des ongles ou rien d'autre, c'est une dépouille. La famille l'a intégrée comme telle, avec beaucoup d'émotion, parce que c'est une partie du corps de leurs parents, un parent très, très célèbre. Maintenant, comment on peut projeter cela en fonction de quelles couleurs les relations belgo-congolaises peuvent prendre dans les prochaines années? Alors, cela va dépendre de la dynamique dans laquelle va s'inscrire le pouvoir politique congolais. Vous savez, vous l'avez bien illustré. La dynamique dans laquelle s'inscrit la Belgique, c'est nous vous restituons ces dents et nous sommes désolés de tout ce qui s'est passé. Et voilà, on évolue. Alors, si la Belgique adopte ce comportement avec des éléments de coopération suffisamment importants qui feraient... Pour ne pas vous couper, il faut savoir que cette restitution a succédé. Il y a eu quelque chose avant. Il y a eu la visite du roi belge qui, là aussi, s'est confondu en excuses par rapport à tout ce qui a été l'histoire. Il ne s'est pas excusé. C'est la partie critique de la chose. C'est sincère regret. Voilà. Il a exprimé des regrets. Et c'est là... Il a exprimé des regrets. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas présenté des excuses. Mais il faut recontextualiser juste cette cérémonie de remise de dépouille. Il y a un avant et un après. Oui, et c'est justement à partir même de cet avant que les différents clivages ont commencé par apparaître par rapport à la dynamique dans laquelle il faille s'inscrire. Et c'est ce qui m'amène à dire, tout va dépendre de la dynamique du pouvoir au Congo, puisque le roi belge, il ne s'est pas excusé, il a exprimé des regrets. Et c'est le premier ministre qui est allé... du moins qui a fait quelque chose qu'on pourrait considérer comme une excuse. Alors, le pouvoir au Congo a deux options. Soit peut-être ce que le roi belge et la Belgique mettent sur la table pour tourner la page est suffisamment important pour que le Congo décide de ne pas remuer le couteau dans cette plaie ou simplement le Congo reste dans une dynamique, oui, nous comprenons que vous avez décidé de restituer une partie qui est très importante, vous avez fait une démarche, mais il faille qu'on voie clair et qu'on redéfinisse notre base de collaboration. Et ça, c'est important. Donc, selon la dynamique dans laquelle va s'inscrire le pouvoir au Congo, on pourrait avoir une suite beaucoup plus favorable pour les Congolais en général que pour la Belgique, puisque la Belgique semble souhaiter qu'on tourne la page et qu'on passe à autre chose. Mais le peuple congolais qui a été truandé entre griffes au fond de lui-même, puisque pas que truandé, violenté. Voilà. L'histoire à droit. Brutale. Parce que quelqu'un qu'on tue et du moins qu'on fait disparaître tout ce qu'il y a comme matériel physique, cela demande une cruauté d'un certain rang et c'est tout à fait logique qu'on puisse comprendre et situer les responsabilités pour effectivement repartir sur de nouvelles bases. Donc tout va dépendre du pouvoir au Congo et je pense que le pouvoir au Congo aura du mal à faire avaler l'os de tournons la page à son peuple. Peut-être qu'il serait temps de déclassifier tout ce qu'il y a comme archives, du coup, de l'autre côté de la CIA. Justement. C'est là où le rôle de la justice aussi est fondamental. La justice doit pouvoir décanter cette histoire, cette affaire, pour que la vérité puisse sortir.
Oui, La on, justice on seule. on peut savoir, pas pour vous couper, on peut se dire, mettre sur la table aussi la justice, quelle que soit sa volonté, face au fameux mur du secret défense, Ne ne pourra peut pas rien. Parce que évoluer. tous ces Bien pays-là sûr. s'abritent derrière ce concept flou et parfois brumeux du secret défense. Donc, on National ne interest. déclassifie Effectivement. pratiquement jamais ces archives. Alors, la justice peut tourner en rond pendant 20 ans et n'aboutira à rien. Ah oui, mais ça, c'est ce que vous dites. Mais je pense pour ma part que la dynamique est en train de s'inverser petit à petit. Même si on peut assimiler les regrets du roi belge à peut-être une insuffisance, je vais dire, ou encore les excuses du Premier ministre comme étant aussi très insuffisantes, je pense que la dynamique est lentement en train de bouger et c'est ce qu'il faut considérer. Il faut juste faire confiance à la justice belge et peut-être avec l'action et le poids médiatique qu'il y aura autour, eh bien, les choses vont se décanter, les voix aussi vont se libérer parce qu'il y a dans cette affaire beaucoup de voix qui n'ont pas encore été entendues. Et je pense que si cette dynamique va à son terme, on peut éventuellement aboutir à une vérité, et bien sûr qui parle de vérité parlera de dédommagement. Peut-être c'est ce que fuit aussi le royaume belge, parce que ça peut être des dédommagements énormes. On parle d'un assassinat crapuleux, il faut le dire, et ce qui est arrivé ensuite... Peut-être que ce ne sera jamais à la mesure du pillage du Congo en lui-même. Certainement pas, certainement du fait pas. Du roi. Mais Et cela Bourgoin. va suivre, cela va suivre cette question de pillage. Après cette étape où peut-être ils vont entamer une procédure, il faudra aussi parler de restitution et je pense que cela circule déjà. Tout ce qui a été pillé et qui semble être bien matériel, culturel, devra être restitué. Voilà. Voilà, juste pour sortir de cette question. J'imagine aussi, hein, dans ce courant, on pourrait peut-être restituer les joyaux de la couronne belge, puisque... Oui, bon, ça, on va pas aller sur ce terrain glissant. Ce que veut dire aussi, oui, on parle de la Belgique, mais évidemment, tout ça est arrivé également si on parle de l'assassinat de Lumumba avec des complicités bien congolaises. Les Moïse Tshombe, Feu Mobutu Sese Seko, parce que ce sont ceux qui ont profité de cet assassinat, le président Kasavubu. En tout cas, on peut dire, sans les indexer directement, qu'il y a des contemporains congolais qui connaissent cette histoire par cœur, et certains même qui ont trempé dans ce macabre assassinat. Donc est-ce qu'évidemment, en voulant faire la lumière sur tout ce qui est arrivé, il n'est pas temps que les Congolais, par amour de leur pays et par respect de l'histoire, puissent se mettre à table et peut-être aiguillonner la justice? Parce que si les Congolais ayant participé à cela, se mettent à table, peut-être que ça va forcer certains à se mettre à table. Oui, il faut créer les conditions pour qu'on puisse passer à table. Il faut faire la table, il faut mettre le repas et commencer par inviter chaque acteur nécessaire à cette table-là. Et je pense que ce que vous êtes en train de dire est tout à fait logique. Si d'aventure une procédure, une initiative judiciaire visant à apporter une certaine clarification par rapport à ce qui s'est passé... Mais serait-ce qu'un travail historique? Oui. Que les universitaires... Un travail historique, je ne pense pas qu'il n'y a pas eu de tentative. Le travail historique sera confronté à des réalités que seule une situation juridique peut permettre effectivement de décanter. Parce qu'on a tout ce que nous avons comme information par rapport à ce qui s'est passé. Cela vient bel et bien des recherches historiques. Oui. Certaines personnes qui ont fait des efforts pour vouloir retracer tout ce qui s'est passé. Mais cela reste insuffisant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'institution dotée de capacités officielles d'enquête. Exactement. Pour pouvoir nous permettre de savoir clairement, plus ou moins, ce qui est du domaine de la vérité ou pas. Parce qu'il y a certains acteurs, comme vous l'avez aussi fait ressortir, qui sont derrière le secret défense. Et il y a tellement de documentation qui ne sont pas déclassifiées. Voilà. Donc on peut espérer aussi que de ce côté-là, des Congolais pure souche qui ont été des témoins, pour peu qu'on leur offre peut-être une amnistie, ou leurs ayants droit, pensent à peut-être éclairer leur pays et l'Afrique sur les conditions de ces histoires. Moi, je pense qu'il ne s'agira pas de donner l'amnistie à ces gens-là. La vérité fait en sorte que tout le monde doit pouvoir se prononcer. Oui, sans amnistie, vous n'allez pas risquer d'aller vous... Il y a la main
il y a une main qui était derrière et on sait qui est cette main. Maintenant, ceux qui ont servi peut-être de marionnettes pour que cela puisse se produire, évidemment, le rôle de la justice, c'est de pouvoir dire qui sont ces gens-là et situer les responsabilités. Il ne s'agit plus des Congolais, je l'avais cité en début, il s'agit maintenant de l'Afrique. Et ça peut faire aussi cas de jurisprudence à partir du moment où, si on situe les responsabilités, les assassinats qu'il y a eu dans la même période autour de certains chefs d'État du continent africain peuvent aussi être remis en cause aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'on va amnistier qui que ce soit pour le bien d'une quelconque population. Il faudrait que la vérité puisse sortir au grand jour et que les responsabilités puissent être situées. La suite de cette grande histoire de Patrick Emery Lumumba, vous l'avez rappelé, cette histoire est enseignée comme celle de Nkrumah, de Sankara et tous ces grands leaders de l'histoire contemporaine africaine. Il y a eu une polémique qui a affleuré ici et là sur certains réseaux. Certains souhaiteraient par exemple que cette dent soit bénéficie d'un mausolée qui puisse faire que tous les Africains peut-être viennent toucher du doigt, bien toucher au moins des yeux ce qui reste de Patrice Lumumba, au lieu que la famille ne procède qu'à une inhumation, on va dire une inhumation sèche, on va dire. Oui, j'ai bien peur que... Là, on est toujours dans la symbolique, parce que cette histoire parle à tout le monde. J'ai bien peur que cela ne finisse pas être l'option, puisque ce n'est plus... ça devient patrimoine... on va dire mondial, parce que Emery Lumumba parle à tout le monde. Donc, je pense que la famille a certainement déjà fait son deuil d'une façon ou d'une autre, et que ce dont la famille doit bénéficier doit être des conditions spécifiques liées à, effectivement, cette procédure judiciaire-là, parce que si, effectivement, la procédure prend essor et va de l'avant, il y aura des dédommagements à payer. Et je pense que c'est la seule chose aujourd'hui qui pourra réellement apporter un soulagement à part la vérité à la famille. Donc la question de l'inhumation ne sera pas forcément de grande utilité aujourd'hui, mais beaucoup plus cette idée de mausolée et de tout ce qu'on peut créer autour comme... du moins des entrées, des devises, histoire culturelle et tout cela. Donc je pense que c'est une piste à explorer. Ce qui est sûr, on a là la dent qui restera la dent la plus célèbre de notre histoire contemporaine. Voilà, nous n'avons pas le temps d'aborder les autres thématiques. Peut-être la semaine prochaine revenir sur cette série de massacres. C'est la fois au massacre, peut-être au Mali, au Burkina Faso. Les chiffres font peur. 132 morts à Tiala Sakou au Mali, 79 morts à Seitenga au Burkina. On parle encore de 200 et quelques morts suite à une expédition des forces armées maliennes. On a un leader, on va dire djihadiste, qui a apporté sa pierre, en tout cas son éclairage. En tout cas, on doit prendre ça. On prend ça avec les formes qu'il faut et qui remet un massacre de plus de 300 personnes sur le dos des militaires maliens et de leurs supplétifs russes. Voilà, on discutera de ces questions-là la semaine prochaine. D'ici là, merci à vous. Merci bien. Hamzat Abdoulaye, je rappelle que vous êtes analyste politique et consultant en relations internationales. Magana Soba Metanji, consultant analyste géopolitique. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour